Bonjour à tous, bon mardi matin, bon mardi après-midi, il est déjà 12h15. Bienvenue dans les lives du réseau d'Annie RH. Ces lives sont un moment de partage, sont un moment de connexion. Et là, aujourd'hui, on a le plaisir de connecter avec Sandrine Théard. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Sandrine, c'est le deuxième live qu'on a le plaisir de faire ensemble. La dernière fois, c'était sur l'intelligence artificielle. Et là, on change de sujet. On va sur un sujet qui nous intéresse tous, qui c'est les nouveaux critères de sélection en recrutement. Alors, vous allez me dire, le recrutement, on en fait tous, on n'en fait pas. Peu importe, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, c'est un sujet qui est vivant, c'est un sujet qui est évolutif. Donc, on est avec toi, Sandrine, justement pour comprendre un peu plus cette évolution sur le recrutement, de quoi il en est. Ma première question pour toi, Sandrine, parce que toi, tu rencontres beaucoup de clients et beaucoup d'univers différents d'entreprises. Dans le cadre de ton entreprise, les sources humaines, pardon, pas les ressources humaines, les sources humaines, mais tu fais des ressources humaines. Mille excuses. Donc, tu vois beaucoup de tendances du marché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du tendance du marché, du recrutement en général, puis après, on ira voir un petit peu les bonnes pratiques de ces nouveaux critères de sélection. Parle-nous un petit peu de ce que tu vois. Oui, je trouve que l'évolution, enfin, ça va très, très vite. Puis, tu sais, tu disais tout à l'heure, on fait tous du recrutement aujourd'hui. Non seulement on fait tous du recrutement, mais on est tous en recrutement tout le temps. À cause de la durée de vie des employés qui est beaucoup plus courte aujourd'hui en entreprise qu'elle n'était avant. Aujourd'hui, on est à 2,9 ans de moyenne d'employés en entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'on a toujours un perpétuel mouvement dans les organisations qui font qu'on est tout le temps en recrutement. Donc, on doit toujours être un petit peu à l'affût du marché. Ça, c'est quelque chose qui a évolué beaucoup, je trouve, ces dernières années, là où le travail est un petit peu considéré comme un bien de consommation. Donc, si tu remplis, si tu me satisfais au jour J, je continue avec toi. Si tu ne me satisfais plus, ben, je change d'emploi. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. L'accessibilité à l'emploi est bien différente qu'elle était avant. Donc, c'est pour ça, Sandrine, qu'on a moins de périodes de recrutement. On peut toujours avoir des rushs de recrutement en fonction des secteurs d'activité, mais sinon, cette sensation d'être tout le temps en recrutement, on le voit bien sur Indeed. Indeed fleurit de postes à longueur d'année. Oui, c'est tout le temps. Et c'est ça qui est exigeant d'ailleurs dans les organisations parce que, évidemment, on demande peut-être un petit peu plus la collaboration des gestionnaires embaucheurs, un petit peu plus la collaboration des employés dans le recrutement parce que le volume est tel aujourd'hui et le roulement est tel que on a besoin là, de le faire en équipe. Mais bon, ça serait un autre sujet. Donc ça serait peut-être déjà une des choses au niveau de la tendance. Après, la tendance, c'est qu'il n'y a plus de tendance, moi, je trouve. J'entends des gens aujourd'hui qui ont énormément de difficultés à recruter. J'entends des entreprises, d'un autre côté, qui reçoivent davantage de CV. Donc, c'est en fonction du poste, c'est en fonction du contexte. C'est vrai qu'on a, en ce moment, depuis quelques mois, on voit que les gens reçoivent un petit peu plus de CV quand ils vont afficher des postes. Donc, on a un volume qui est un petit peu plus important. Évidemment, ce qui se passe au niveau économique a une répercussion. Actuellement, on le voit, il y a quand même des entreprises qui ont coupé beaucoup de postes. On le voit beaucoup dans le domaine des TI aussi, là où autant à une certaine époque, les TI étaient très en demande, autant aujourd'hui, je commence moi aussi ça fait un moment déjà, mais à avoir des gens qui se connectent avec moi dans le domaine des TI. On n'avait pas vu ça depuis des années parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Donc, on a une espèce de petite accalmie là, actuellement à cause de cette espèce de, on va dire, accalmie économique, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de récession si on compare à ce qui s'est passé en 2008 et autres, là, mais les chiffres nous montrent, ceci dit, que dans un contexte de reprise économique, on va rester en pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, on est vraiment sur des chiffres qui sont démographiques et on parle de ça jusqu'en 2035 au moins, là, parce qu'évidemment, on a plus de personnes qui sortent du marché du travail qui n'y rentrent. Donc, on va être dans un contexte pénurique encore pour les prochaines années. Donc, je pense qu'il faut se préparer à ça, même si on a une petite accalmie actuellement. Je pense qu'il faut se préparer un petit peu à ça, mais les tendances, je trouve qu'il n'y a plus de tendance. On entend de tout, de rien. Des personnes j'étais avec quelqu'un la semaine dernière qui était en diversité et inclusion, qui me disait qu'elle avait eu 6 offres l'année dernière. Cette année, elle n'en voit pas une. Tu sais, on parle de quelques mois d'écart, là, donc c'est très, très, très variable actuellement. On est constamment en adaptation. On peut plus se baser sur ce qu'on a connu de toutes les manières, Ah non. ni
ni dans les tendances du marché, ni dans le comment réagissent les candidats. Il n'y a plus du copier-coller d'une année à l'autre, du tout, du tout, du tout. Mais il faut avoir aussi l'état d'esprit qui se dit c'est différent chaque année. Oui. On repart sur des années qui sont différentes, puis on est prêt à accueillir ces différences-là. Exactement. On est dans de l'ultra-personnalisation et de l'ultra-adaptabilité au marché, ça c'est clair. Ouais. Exactement. Mais ça fait du bien aussi. C'est aussi quelque chose qui fait du bien. Chaque année est différente, c'est aussi quelque chose qui fait du bien. On va dire, on reste jeune, ça nous challenge, il faut le prendre comme ça. C'est facile à dire, là, mais ça nous challenge beaucoup. On est tout le temps, en fait, en réflexion de se réadapter. Je le dis souvent, là, mais moi, si je recrutais comme il y a 30 ans, probablement que je ne le ferais plus. Tu sais, c'était assez ennuyant, là, finalement, le recrutement il y a 30 ans. Tu sais, t'affichais, t'attendais que ça rentre. On ne faisait pas appel à notre créativité, on faisait. Donc, il faut essayer de le prendre comme ça. C'est peut-être facile à dire dans ma position, là, mais moi, je le prends comme ça. Mais tu as raison, il faut de la créativité. Créativité et personnalisation. Bon, ça, c'est pour la partie un petit peu marché. À l'heure d'aujourd'hui, bon, on fait, peut-être pas tous, mais en tout cas pour certains d'entre nous ou certaines d'entre nous du recrutement. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore, puis je pense que j'aimerais toujours. C'est quoi les nouveaux critères? Quand on a voulu faire ce live ensemble et qu'on a choisi ensemble les nouveaux critères de sélection, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces critères-là? Ben déjà, on est beaucoup moins sur le savoir-faire, hein, on est beaucoup plus sur le savoir-être. Quand on parle aujourd'hui je pense qu'il y a une étude de l'OCDE là, qui est sortie dernièrement, mais est-ce que tu sais quelle est la durée de vie d'une compétence technique aujourd'hui? Donc, on parle plus d'un savoir-faire. Hein, Oui, je pense moins de 2 ans. Oui, exactement. On est aujourd'hui donc à 2 ans. En 87, donc selon l'OCDE, on disait qu'on était à une durée de vie de 30 ans d'un savoir-faire. Tu te rends compte comment en quelques années, donc entre 87 et aujourd'hui, on est passé de 30 ans à 2 ans pour une compétence technique. Donc, c'est clair que la compétence technique n'est plus un prérequis tel qu'elle l'était auparavant, puisque le savoir-faire évolue, parce que, bon, on en a déjà parlé, mais il y a l'IA aussi qui arrive derrière. Donc, le savoir-faire n'est plus alors, il est encore nécessaire, évidemment, on s'entend. Hein, si je recrute pour un électromécanicien, je ne vais pas aller chercher un commis comptable, on s'entend. Il y a un savoir-faire qui est là, mais ça évolue beaucoup. Ça, c'est le prérequis de base. Après, on est beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est évidemment le fameux savoir-être, donc ce qu'on appelle communément les soft skills, et qu'il est très difficile à définir. Chacun a un peu sa propre définition du fameux savoir-être. Je trouve que c'est ça qui n'est pas forcément évident. Quand on voit au niveau des tendances, là, si on parle de tendances, tu me parles de bonnes pratiques et puis de tendances au niveau des critères. Les premiers critères qui viennent en considération aujourd'hui, donc le premier, c'est la communication. Le deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. Le troisième, c'est l'esprit d'équipe. Et le quatrième, c'est l'adaptabilité. Bon, il y en a une dizaine, comme ça, je pourrais vous les énumérer, là. Donc, on est beaucoup plus, une fois de plus, sur un savoir-être que l'on définit de cette façon-là, mais qui vient un petit peu aussi dans cette idée du fameux fit. On va peut-être en parler du fit plus dans ta troisième question, là, mais avec le fameux fit culturel. Jusqu'à quel point est-ce qu'on doit s'attacher à ce fameux fit culturel? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le savoir-être et dans ce fit culturel avec lequel que je challenge beaucoup d'ailleurs, est-ce qu'on va plus chercher vraiment quelqu'un qui a une valeur ajoutée plutôt qu'un fameux culture fit où je vais aller chercher quelqu'un qui a le même fit culturel que moi? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui davantage dans une valeur ajoutée à l'entreprise? On parle de diversité et inclusion évidemment beaucoup, elle est à tous les niveaux. Hein, quand je parle de diversité et inclusion, je ne parle pas justement par exemple juste homme-femme, mais beaucoup plus large que ça. Ça peut être des diversités de profil, des diversités de bagages, des diversités d'expérience. Bon, il y a la neurodiversité, enfin, c'est très très large. Et puis dernièrement, on voit qu'on a ce qu'on appelle donc les soft skills, on a les hard skills, excusez-moi, j'ai les termes en anglais, le savoir-faire, le savoir-être. Et puis on voit une nouvelle émergence. Alors c'est un petit peu des mots tendance qui m'amusent des fois, mais aujourd'hui on parle de mad skills. Donc ces espèces de compétences folles qui vont venir qui vont permettre de sortir un petit peu l'organisation de l'ordinaire. On le voit aux États-Unis, dans certaines entreprises. Hein, parce que comme on se définit aujourd'hui dans un marché qui est… Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler du terme donc VUCA, hein, le terme où
On parlait donc du volatile, du complexe, incertain, de l'ambigu. Bah, aujourd'hui, on pousse plus loin le fameux environnement VUCA, puis on parle du BANI. Alors, le BANI, c'est donc, le B, c'est pour brittle, fragile, non linéaire, incompréhensible et anxieux. Donc, tout un programme. Aujourd'hui, et on se dit que dans ce contexte-là, il faut être un petit peu fou finalement pour travailler. Donc, on va chercher des math skills auprès de certains individus dans certains profils. Bref, tout ça est en train d'évoluer beaucoup, mais on n'est plus juste au niveau de l'évaluation sur du savoir-faire, ça c'est certain. Mais Sandrine, est-ce qu'il faut se mettre d'accord? J'imagine un comité de sélection, là, avant de faire une entrevue. Est-ce qu'il faut se mettre d'accord sur le savoir-être attendu pour le poste avant de commencer son entrevue? Bien sûr. Est-ce que le comité, là, parce que généralement, on reçoit un CV, on est très content de faire une entrevue, hop, on ne prend pas ce temps d'arrêt-là pour se dire, c'est quoi qu'on cherche? On pense tout de suite au fit des valeurs, ça c'est facile. On pense tout de suite aux compétences techniques, ça c'est facile. On essaye, si on y arrive, de faire attention à nos biais inconscients, les fameux biais inconscients auxquels il faut se les dire, là, il faut avoir cette vulnérabilité de dire, oh là là, il faut que je fasse attention à. Mais est-ce qu'il faut également qu'on se rajoute la partie qui est très intéressante de ce que tu nous dis, la partie, c'est quoi le savoir-être que doit avoir le candidat qu'on sélectionnera? Complètement. Ça se fait, pour moi, ça se fait dès le début, dès la définition du besoin. Donc, parce que même avant mon recrutement, même avant de faire les entrevues, il va falloir que je sache qu'est-ce que je veux évaluer, quelles sont éventuellement même les compétences qui sont transférables. Et tu soulèves un excellent point, et je le vois beaucoup dans les formations, moi, que je fais aux gestionnaires, quand on fait cette formation là sur le fameux savoir-faire, comment est-ce qu'on l'évalue, savoir-être, pardon, comment est-ce qu'on l'évalue. Si je prends le premier critère que je t'ai énuméré dans la liste des fameuses tendances, communication. Si la communication, par exemple. Et si tu commences vraiment à discuter avec des gestionnaires autour d'une table sur comment est-ce que vous définissez la communication, personne ne le définit de la même façon. C'est sûr. Puis c'est la compétence transversale la plus complexe. Exactement. Mais plein d'autres. Le leadership. Oh, j'adore le leadership. Personne ne le définit de la même façon non plus. Donc, comment est-ce que tu vas définir ton critère pour s'assurer qu'on va évaluer la même chose? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant pour toi une bonne communication dans le poste? Parce que la bonne communication pour certains gestionnaires, c'est dire je veux qu'il communique bien avec ses collègues. Puis pour un autre, ça serait de dire moi j'ai besoin de quelqu'un qui a une bonne vulgarisation parce qu'il va faire beaucoup d'exposés orales. On appelle ça la communication dans les deux cas. Ça ne se traduit pas du tout de la même façon au niveau de l'évaluation que je vais en faire quand je vais rencontrer le ou la candidate. Et ça, c'est une grosse problématique. Il faut absolument que dès la définition du besoin au départ, on travaille avec des techniques d'incident critique pour savoir, OK, qu'est-ce que ça veut dire la communication concrètement? Une intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi chez toi? Et ça, c'est vraiment nécessaire de le faire parce que sinon, moi, je vais évaluer la mauvaise chose au niveau du candidat ou de la candidate. Je vais mal l'évaluer et évidemment, la personne, in fine, n'aura pas la compétence nécessaire. Sandrine, comment on peut aider les personnes qui ont le plaisir d'écouter notre live? Comment est-ce qu'on peut les aider? On leur dit, avant, dès le besoin, il faut que vous définissiez vos critères de sélection. Ça, généralement, les RH, on sait plutôt le faire. Mais comment est-ce qu'on arrive à les évaluer, ces critères de sélection? Comment nous, RH, on peut apporter justement notre plus-value, la fameuse plus-value dont on parlait tout à l'heure, comment nous, on peut apporter notre plus-value au comité de sélection? Oui, déjà, c'est de travailler avec eux, avec la personne qui est responsable du poste, donc le gestionnaire embaucheur notamment, là, sur une bonne définition à la prise de besoin de ce que ça prend. À partir du moment où on est d'accord, c'est déjà beaucoup plus facile. On s'est mis d'accord sur qu'est-ce que veut dire la communication. On s'est mis d'accord sur qu'est-ce que veut dire un esprit d'équipe pour toi. Et à partir de là, c'est assez facile en fait, d'aller dans l'entrevue comportementale après et d'aller chercher donc des questions comportementales qui vont être reliées donc à ce fameux savoir-être, tout en prenant quand même aussi en considération, et ça je pense qu'on a besoin de prendre beaucoup de recul aussi, le contexte de l'individu. C'est-à-dire qu'un individu, compte tenu du contexte dans lequel il évolue, pourrait très bien ne pas avoir de succès parce qu'il a un contexte anxiogène, parce qu'il n'est pas dans son élément, versus dans ce que nous, on va lui offrir dans l'entreprise. Donc, il faut avoir aussi beaucoup de recul par rapport à ça. Il n'y a aucun moyen infaillible aujourd'hui d'évaluer quelqu'un en poste. Aucun. Puis même, il y a 30 ans en arrière, c'était pareil.
C'est quelque chose. Et puis, rendez-vous dans 30 ans, Sandrine. Ça sera pareil, avec plaisir de rester pendant 30 ans en contact, avec un grand plaisir. Avec plaisir aussi. Mais l'entrevue comportementale aujourd'hui est le meilleur moyen d'évaluer, quand on voit éventuellement la science, est le meilleur moyen d'évaluer donc éventuellement un individu. Sinon, c'est de l'évaluer directement dans l'action, c'est-à-dire dans le contexte. Donc, c'est vraiment de faire tout ce qui est exercice là, en poste. Si on veut aider, toujours dans le même optique, si on veut m'aider au maximum les personnes autour de nous, où est-ce qu'elles peuvent grandir en compétences sur l'entrevue comportementale? Oh, il y a l'ouvrage de, alors j'ai plus la référence comme ça vite fait de tête, mais le meilleur livre qui s'est écrit là au niveau de l'entrevue, c'est l'entrevue structurée, donc qui a été faite. Je vous donnerai les liens là si tu veux, je te les enverrai, on pourra les mettre éventuellement. Oui, avec plaisir. En référence. C'est le meilleur ouvrage de référence là au niveau de l'entrevue comportementale actuellement. Okay. L'entrevue structurée. Oui, okay. L'entrevue structurée, oui. Ok, parfait. Comment est-ce qu'on aide au maximum nos gestionnaires qui vont être en entrevue avec nous? Est-ce qu'on doit prendre du temps juste avant de rencontrer le candidat pour qu'on se mette bien d'accord sur plein de choses? Est-ce que c'est ça la meilleure technique? Parce qu'on va pas… Oui, c'est à faire, tu as entièrement raison. C'est à faire avant, c'est à faire après. Pareil, hein, tu parlais de biais tout de suite. On évalue aussi tout de suite un candidat à la suite de l'entrevue, hein, et non pas à la fin de sa journée d'entrevue, pour plein de raisons dont on pourrait parler aussi pendant des heures. Là, mais, donc, et tout de suite après, on se met d'accord, on va regarder les critères, on va échanger, on essaye d'avoir évidemment un comité qui soit aussi diversifié. Pour éviter une fois de plus donc certains de ces biais. Donc il y a plein de petites solutions à mettre en place, oui, pour pouvoir essayer d'assurer une certaine diversité de profils aussi et de questionnements que l'on va avoir, de se demander peut-être aussi quelquefois quand on est en recherche d'un profil, de sortir un petit peu de son profil idéal et de se dire plutôt qui est-ce qu'on est susceptible d'intéresser dans ce poste-là, hein. Je fais souvent l'analogie avec le marché des maisons, mais en ce moment, tout le monde veut une maison avec 8 chambres, 4 salles de bain au centre-ville de Montréal pour moins de 200 000 et ne veut pas faire de travaux. Donc, et c'est un petit peu ça qu'on voit au niveau des demandes des gestionnaires aussi aujourd'hui. Donc, oui, mais tu sais, tu vas peut-être pas l'avoir à ce prix-là, ou peut-être que tu vas devoir faire des travaux. Bon, si je faisais un parallèle avec la formation, c'est un parallèle boiteux, là, vous allez me dire, mais il y a une certaine ouverture d'esprit aussi. Tu sais, on a quand même beaucoup moins de candidats qu'on avait avant. Donc, il faut aussi que l'on puisse voir qui on va intéresser plutôt que qu'est-ce que je veux avoir dans ma fameuse liste d'épicerie, là, où je veux absolument que tous les critères soient cochés. Là. Il y a une histoire de qualité et de quantité. Parce que des fois, la quantité, on l'a, mais c'est la qualité après qu'on n'a pas forcément. Oui, après, la qualité, je la challenge beaucoup aussi parce que on a souvent tendance à me dire ça, mais je trouve ça un petit peu, si je peux me permettre, né en l'air de dire ça en disant oh, j'ai pas la qualité des candidats. Mais, oui, adapte-toi au marché. C'est le marché actuel. Ou alors peut-être qu'il y a une révision aussi éventuellement de notre offre à faire, là, peut-être aussi. Peut-être qu'on devrait regarder notre offre. Mais oui, la qualité, je trouve ça un petit peu… je suis un petit peu difficile quand on me parle de qualité, j'avoue. Je suis un petit peu intransigeante quand on me parle de qualité. La dernière partie, Sandrine, serait, c'est quoi tes conseils, les pièges dans lesquels on ne devrait pas tomber, d'après toi, à l'heure d'aujourd'hui? C'est quoi nos points de vigilance à avoir? Oui, tu l'as mentionné un petit peu aussi déjà avec les biais. Donc, je pense d'avoir l'humilité, comme tu l'as si bien dit, d'avoir l'humilité de se dire est-ce que je voudrais avoir une diversité aussi au niveau du comité de sélection de ce fameux, je reviens sur ce fameux culture fit. Tu sais, je veux quelqu'un qui fit dans mon organisation là, aujourd'hui, au jour où on se parle. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être un petit peu ce qu'on appelle aussi, encore une fois en anglais, mais du culture add. Donc, qu'est-ce que la personne peut apporter à l'organisation plutôt que ce fameux fit. Donc, d'avoir une réflexion par rapport à ça, je pense que c'est important aussi. Et puis, d'éviter toutes ces espèces de raccourcis, quels qu'ils soient, là, mais je dirais qu'on a souvent tendance en entrevue à évaluer la prestation du candidat plus que le potentiel de l'individu qu'on rencontre. Et ça, je le vois souvent des personnes qui me disent « c'est un bon candidat ». Effectivement, c'est un bon candidat. Mais si je regarde les compétences, pour moi,
je l'évalue pas avec une bonne note. Et ça va venir, ça va venir nous challenger beaucoup. Puis bon, il y a l'intelligence artificielle qui va venir nous challenger aussi beaucoup là-dessus, là, mais je pense qu'il faut faire attention à ça, à ne pas tomber dans ce raccourci de c'est une bonne candidature versus il y a un beau potentiel qu'il y a derrière. Est-ce que tu sens des fois que les ressources humaines, qui est, je vous rappelle, un très beau métier, mais est-ce que tu sens des fois que les ressources humaines sont pas assez ouverts d'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, tout à l'heure, tu as dit: «Adaptons-nous à». Oui, Adaptons-nous dans tous les sens. C'est adaptons-nous aux candidats, ouais. adaptons-nous au marché, adaptons-nous aux tendances. Tu sais, c'est vraiment dans tous les sens le adaptons-nous, pardon. Oui. Mais est-ce que tu trouves qu'on a forcément une belle ouverture? Je vais te donner un exemple peut-être concret. Vas-y. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un donc qui a un profil complètement atypique donc sur le marché, qui a été donc passé en entrevue directement par sa gestionnaire donc sa gestionnaire. Donc la personne a reçu le CV, a vu quelque chose dans le CV qui a fait que. Il a obtenu le poste. C'est quelqu'un qui a été promu 2 fois, d'ailleurs depuis. Je suis persuadée, intimement persuadée que s'il est RH, et je m'inclus là-dedans, hein, bien entendu, si j'avais évalué cette personne-là, je ne l'aurais pas retenue. Parce qu'on est sur un trop gros écart donc au niveau du profil de la candidature versus ce qui était affiché. Et je pense que cette personne-là n'aurait pas passé les filtres RH. Et c'est là où moi, ça me remet aussi beaucoup en question hein, sur l'évaluation que l'on fait donc des potentiels, de se dire jusqu'où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est trop limitant, est-ce qu'on est trop limitatif dans nos critères, est-ce qu'on s'arrête trop, est-ce qu'on doit ouvrir. On a vu d'ailleurs des entreprises, alors plus pour des postes de métier, mais qui ont dit nous, on ne veut plus passer par les RH pour faire du recrutement. On veut le faire directement parce que vous êtes un trop gros filtre pour certains postes. Parce que on veut évaluer encore quelquefois la prestation, une fois de plus, du candidat, plutôt que ce que la personne est capable de faire, alors que nous, on a besoin de bras, par exemple, dans certains postes. Donc, on s'en fout un petit peu de l'entrevue, finalement. Donc, ça nous challenge beaucoup. Je trouve ça très intéressant il faut qu'on fasse preuve d'humilité aussi, finalement, dans nos évaluations. Moi, je trouve que c'est la phrase que je dis le plus chez mes clients, à longueur de temps, c'est l'ouverture d'esprit. Mmh. Soyons plus ouverts, sortons du Ouais, papier, essayons de voir ce que la personne a, essayons de voir plus loin. J'ai ouais. l'impression de dire ça presque à chaque recrutement que je fais. C'est pour ça que je te parle d'ouverture d'esprit, parce que j'ai l'impression que justement, cette, cette tendance des fois à chercher absolument ce fit-là occulte le reste. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, ce que je vois au niveau des RH ou au niveau des recruteurs, c'est un petit peu aussi le facteur temps, qui fait qu'avec un tel volume donc de recrutement et puis ou Ouais. de tâches à faire, hein, parce que de surcroît, pour une personne qui est tant RH ou qui est plus généraliste, elle a tout le reste du travail à faire. Ben, veut pas, on est un petit peu obligé, et ça, c'est pas une excuse que je veux nous donner, mais on est un petit peu obligé de faire des raccourcis parce que qu'est-ce qui est le plus facile à évaluer? C'est évidemment des gens qui vont ressembler le plus possible au poste. Donc, on a moins le temps d'aller faire de l'exploratoire ou des explorations sur des profils atypiques parce que le temps est derrière nous. Et ça, c'est un petit peu dommage, en fait. Tu as raison. On est pris par le temps, mais notre œil RH ne doit pas être occulté de quoi que ce Non. soit. Mais je suis d'accord que la gestion du temps, puis encore plus quand tu es RH généraliste, la gestion du temps est compliquée parce que c'est une Ouais, tâche qui se rajoute, et cetera, et cetera. Mais l'œil RH qu'on doit avoir, l'œil ouvert, l'œil de lecture d'un mmh, CV, d'un candidat ou d'une pré-entrevue que tu fais par vidéo ou quoi, où tu essayes d'aller chercher, tu sais, c'est tous ces éléments-là qui fait que justement, notre marché, on doit s'y adapter. absolument, Et on n'a pas le choix de s'y adapter. absolument, absolument. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous Oui, met, merci Daniela, qui nous met: «Les gestionnaires sont les plus craintifs de sortir de leurs exigences». Et elle a raison, c'est quelque chose ah qu'on oui. retrouve beaucoup, où des fois la barrière, même si nous, RH, on essaye de pousser, c'est des fois les gestionnaires. Mais là, on peut être encore dans notre rôle conseil pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les sortir un petit peu de leurs exigences. Oui, puis C'est quelquefois ça mais prend du temps. Tu sais, ouais. quelquefois ça prend du temps aussi. Je me suis vue travailler avec des gestionnaires où ça a pris 1 an, 2 ans avant d'éventuellement les convaincre. C'est pas grave, soyons patientes, soyons Mmh. patients aussi. Mmh. Je Ça prend du temps, Sandrine, et ça prend de l'énergie. Ça a Ça coupé, prend je du temps. désolée.
Oui, ça prend de Je te l'énergie, disais, absolument. ça prend de l'énergie. Du temps, c'est une chose. De l'énergie, notre Oui, source d'énergie, ça le prend également. mais c'est notre conseil en même temps. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs et nos auditrices? Ah mon Dieu, Ah bah oui, que on est au bout de 25 minutes, oui, on est oui, à la fin, tu Sandrine. tu me prends de court. Non, ben, c'est de je reviens souvent sur la curiosité, tu sais, de continuer à être curieux, curieuse, de continuer à regarder ce qui se fait, de lire, de regarder, de s'imprégner, et en fonction de ça, de s'adapter. En fait, je trouve que plus on lit, plus on apprend et plus on s'adapte aussi finalement, et moins on a peur peut-être aussi d'essayer des choses. Donc, ça serait de continuer à cultiver un peu sa curiosité sur tout ce qui se passe autour de nous. OK, parfait. Merci beaucoup Sandrine. Ce fut Merci Isabelle, comme d'habitude un plaisir. Tu sais que je vais te partagé. réinviter, hein. Tu sais que c'est fini, hein. Je vais te réinviter assurément. Écoute, on verra. Merci à tous. J'espère que vous avez appris un peu plus sur les tendances, appris un peu plus sur les nouveaux critères de sélection. On vous mettra dans la publication le livre dont Sandrine vous a parlé, là, l'entrevue structurée. Comme ça, vous aurez l'intégralité de l'information sur les entrevues comportementales. Nous vous remercions. On vous dit rendez-vous mardi prochain pour un prochain live. Et puis, bel après-midi à vous tous. Merci Sandrine. Merci beaucoup. À bientôt.